Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Philosophe, essayiste, éditorialiste politique, Raphaël Enthoven est l'invité du Grand JT aujourd'hui. Nous l'interrogerons sur sa vision de l'éducation, bien sûr, mais aussi de la République et de la laïcité. Focus en deuxième partie d'émission sur la sélection presse de Bayard Jeunesse. La solidarité est au cœur des sélections à l'approche de Noël. Enfin, ce sera l'heure de faire un tour sur les réseaux sociaux avec Michael Dos Santos. Aujourd'hui, il nous parle des fake news sur TikTok, épinglées par l'Arcom. Michael, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. On commence avec cette situation folle et indigne des élèves qui sont obligés d'être escortés par la police municipale pour pouvoir aller à l'école. Oui, cela se passe dans le 18e arrondissement de Paris. Les élèves de l'école maternelle et primaire Charles Lhermitte sont protégés des consommateurs de crack de plus en plus nombreux dans le quartier. Écoutez le témoignage de cette maman en colère et apeurée, c'était ce matin sur RMC. Nos enfants assistent à toute scène sexuelle. Donc c'est un lieu de consommation à ciel ouvert aussi. Donc nos enfants en fait voient tout. On enlève toute l'innocence à nos enfants. Quand ils nous demandent de l'argent qu'on leur donne pas, c'est des insultes. Moi je ne fais pas partie de Valentin Beille, mais je fais partie du quartier Charles Lhermitte. Des fois on passe avec nos enfants, les toxicos, on ne sait pas pourquoi ils leur hurlent dessus. On reste à Paris où des parents d'élèves manifestent eux aussi leur mécontentement pour une toute autre raison. Oui, une pétition a même été lancée. Les parents d'une école du 19e arrondissement militent pour que tous les enfants de la capitale mangent des repas cuisinés le jour même et de qualité, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Selon un rapport sur la restauration scolaire publié l'année dernière, les écoles du nord de Paris ont des repas préparés quelques jours avant, contrairement aux arrondissements réputés plus riches, comme le 7e, le 8e ou encore le 16e arrondissement de la capitale. La mairie de Paris, en tout cas, explique que cette situation serait due au nombre plus important d'élèves dans le nord de Paris, mais aussi au fait que les parents de ces quartiers UP payent plus cher les menus des enfants, 7 € contre 13 centimes. Des moyens financiers ont été déployés pour que des cantines soient créées dans ces mêmes écoles du nord de Paris, mais il faudra se montrer patient. Cela coûte en tout cas très très cher. Les parlementaires font des propositions pour attirer les candidats au concours de professeurs. Dans sa note de présentation sur l'enseignement scolaire pour le projet de loi de finances de 2023, Gérard Longuet relève une chute structurelle du nombre de candidats au concours de professeurs, moins 30% en 15 ans pour le seul secondaire. Pour y remédier, le sénateur LR propose donc la méthode anglaise, donner des compléments de rémunération non imposables dans les territoires les moins attractifs ou encore offrir des salaires plus élevés dans les matières où le nombre de professeurs est insuffisant. C'est le cas par exemple des mathématiques. Aujourd'hui en tout cas, ces différences de traitement entre les professeurs sont formellement interdites. Il souhaite donc que cette égalité de traitement soit modifiée. Enfin, pour terminer, deux autres députés, Rodrigo Arenas de LFI et Cécile Rilhac Renaissance, ont également proposé que les futurs professeurs des écoles soient recrutés à Bac+5, Bac+3 et non plus Bac+5, ce qui est le cas en ce moment. Dans l'actualité, toujours les professeurs qui parlent de moins en moins de religion dans les salles de classe. Oui, jamais les professeurs n'avaient autant eu peur de parler de religion. C'est ce que relève un sondage IFOP pour la revue Écran de Veille. Sur 1099 professeurs interrogés, 56% de ceux qui officient dans le secondaire public, c'est-à-dire le collège et le lycée, ont déclaré s'être déjà auto-censurés. C'est une augmentation assez impressionnante de 20 points en seulement 4 ans. Depuis l'assassinat en tout cas de Samuel Paty, beaucoup d'enseignants n'osent plus aborder ces questions de religion en classe. La chef de la pédiatrie du CHU de Rennes appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures fortes pour mettre fin à l'épidémie de bronchiolite. Véronique Despères juge la situation catastrophique, du jamais vu depuis 1999. En seulement 24 heures, les hospitalisations ont bondi au service pédiatrie du CHU de Rennes. 140 enfants ont été admis alors que son service ne peut en accueillir que 70. Face à une bronchiolite plus agressive cette année, une épidémie plus longue, elle demande à ce que des mesures d'urgence soient prises immédiatement. Parmi elles, la fin des réunions de famille avec des enfants ou encore la fermeture des écoles pour stopper la circulation de la bronchiolite. Pour le moment, en tout cas, le ministère de la Santé n'envisage aucune de ces solutions. Merci Michael. Merci à vous. Raphaël Enthoven est l'invité du Grand JT d'éducation aujourd'hui. C'est tout de suite.
Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, écrivain, essayiste. Vous signez une tribune dans le dernier numéro de Franc-Tireur, Respect, la double peine, je cite. En France, le respect consiste à se coucher devant les usages, notamment religieux, qui défient la République. À l'étranger, le respect consiste à se coucher devant les usages du pays où l'on se rend. En France, le respect revient à s'auto-censurer. Au Qatar, en Iran ou ailleurs, le respect consiste à fermer sa gueule. Je cite. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on respecte encore la République et la démocratie en France ? Certains le font, d'autres non, mais surtout le problème de l'invocation du respect, c'est que le respect est brandi sans être réciproque. Les gens qui appellent au respect sont les gens qui se sentent offensés. Ça peut être les juifs, les gays, les musulmans. Ce sont des communautés, ce sont des groupes qui se constituent par l'offense qu'ils ont le sentiment de recevoir. Et c'est là qu'on appelle au respect. Et donc en France, en démocratie de façon générale, on invoque le respect pour combattre des comportements que la loi protège. Par exemple, quand Mila commet un blasphème, on appelle au respect. Ségolène Royal appelait au respect. Quand Charlie Hebdo publie les caricatures, Jacques Chirac appelait au respect. Donc c'était, si vous voulez, c'est une façon d'amoindrir la liberté, d'atténuer la liberté en démocratie. Et en revanche, quand on va au Qatar, c'est-à-dire en dictature, le respect n'est plus une façon d'amoindrir la démocratie, mais au contraire une façon... la raison qu'on invoque pour se plier aux coutumes du pays où l'on se trouve. C'est-à-dire qu'en France, le respect est invoqué pour la mettre en sourdine, et au Qatar, le respect est invoqué pour se coucher devant une dictature. Donc c'est pas du tout une injonction réciproque, contrairement à ce que ça ressent, à ce que ça dit. Le respect n'est pas réciproque ici. Le respect, c'est deux fois l'injonction faite à l'universalisme ou à la République de se coucher. Alors, je le constate, je le comprends, mais maintenant, comment on est arrivé là, justement ? Comment est-ce que cette notion de respect n'est plus valable en France et encore moins à l'école, puisque ce qui nous intéresse ici sur School TV ? Parce qu'il y a plusieurs sens à la notion de respect. Si le respect dont on parle, c'est le respect naturel qui émane d'un professeur dont on admire l'autorité ou à qui on reconnaît une autorité ou une compétence particulière, d'une certaine manière, le respect n'est pas un problème. Le respect devient un problème. Le respect n'est pas un problème quand il s'impose sans être une contrainte. C'est-à-dire quand il nous vient spontanément. Ah, je le respecte. Le respect devient un problème quand il relève de ce qu'on appelle la mise en respect, c'est-à-dire en fait la mise à distance, c'est-à-dire le fait de maintenir ou de préserver quelque chose malgré la possibilité qu'elle soit menacée. Quand le respect s'introduit dans ce rapport de force-là, c'est là que la notion est dévoyée et c'est là qu'on la retrouve sur des terrains absurdes et qu'on voit des dictatures. Je veux dire, la Turquie, le Pakistan ou le Qatar expliquer à la République ce que c'est que le respect. Alors justement, dans votre tribune, vous comparez le modèle français à des modèles comme l'Iran. On a vu les femmes iraniennes se battre pour la liberté, notamment, effectivement, enlever le voile, qui était un geste justement de défiance par rapport à la milice. On voit les petites jeunes filles afghanes prises d'éducation. On voit ces enfants, et je l'ai encore vu hier soir au cours d'un gala pour Eliska, une association où un enfant dit il veut aller à l'école. Est-ce que l'éducation n'est plus vue finalement comme une chance dans les pays d'Europe, et notamment en France, selon vous ? Oh non. L'éducation est toujours vu comme une chance. Le problème, c'est la mission qu'on lui assigne. Est-ce qu'on demande à l'école de nous déprendre de nous-mêmes, de nous affranchir de notre sociologie, de notre enfance, de nos déterminations, de tout ce qu'on a reçu sans l'avoir demandé? C'est-à-dire avoir une nation où tout le monde pense de la même manière? Pas du tout. Au contraire, c'est une nation où chacun forge lui-même ses propres pensées au lieu de les recevoir du monde entier. C'est ça que sert l'école. L'école, c'est une usine à transformer les gens qui reçoivent des vérités en gens qui fabriquent eux-mêmes leurs vérités. Donc, si l'école a cette mission, il n'y a pas de problème. Si la mission de l'école, c'est de permettre à chacun d'être enfermé dans son identité, de revendiquer son identité ou de tenir son identité pour une compétence, alors on n'est plus dans l'éducation, on est dans l'inducation. L'éducation, c'est le fait de conduire hors de soi. L'inducation, je l'invente en vous parlant, c'est un néologisme, mais enfin, c'est le fait de se recroqueviller d'une certaine manière ou d'être conduit à l'intérieur de soi. La vocation de l'école, c'est très exactement de nous élargir l'esprit, de nous apprendre l'altérité, d'envisager la possibilité que nous soyons plus vastes que notre identité, que ce que nous avons à être est plus large que ce que nous sommes, et c'est
pour ça que tous les signes d'identité n'ont pas leur place véritablement dans un système éducatif. Alors, parlons des signes d'identité, notamment du respect de la laïcité. On a vu beaucoup de signalements d'atteinte à la laïcité à l'école. 720 pour le mois d'octobre, 313 pour le mois de septembre. Je parle de signes ostentatoires religieux à l'école. On parle beaucoup du voile, de la baya, du camis. Papa Ndiaye a dit à l'Assemblée nationale qu'ils étaient en baisse. Est-ce qu'on peut s'en féliciter si c'est le cas ? Si c'est le cas, oui. Si c'est le cas, oui. Il y a eu une vague qui était aussi conduite par des influenceurs, qui étaient très influents, qui usaient de leur influence en faisant valoir qu'il fallait susciter des crises, en fait, provoquer des cas limites, mettre les professeurs face à la responsabilité, soit d'exclure et d'être mal perçus par leurs élèves ou d'être perçus comme intolérants, soit d'inclure et donc de consentir à ce qu'on ne peut pas accepter à l'intérieur de l'enceinte de l'école. Donc c'était tout à fait délibéré. C'était une campagne organisée. C'est la différence d'ailleurs avec les cas sporadiques auxquels on avait affaire avant, c'est que désormais, par la grâce, si j'ose dire, des réseaux, ces choses-là s'organisent un peu. C'est-à-dire qu'on voyait des initiatives apparaître, fleurir au même moment, dans une même ambition de communication, de victimisation commune. Il ne faut pas être dupe de cette stratégie. En revanche, le danger, naturellement, et la raison pour laquelle, à mon sens, tous les collèges de France auraient dû s'appeler Samuel Paty pendant au moins un temps, le danger, c'est l'autocensure ou c'est la peur d'avoir des ennuis, c'est la crainte, c'est la peur aussi pour sa vie. Le véritable danger, c'est le gouvernement de la peur. Qu'on ait peur, c'est normal. Qu'on ait peur de notre peur, c'est terrifiant. C'est le gouvernement de la peur, c'est ce qui fait voter pour les extrêmes, tout en développant un comportement pusillanime. Et c'est ça qu'il faut combattre, et c'est la raison pour laquelle on devrait, depuis 2 ans, être tous les uns les autres derrière nos profs. Oui, derrière nos profs, évidemment, oui, qui peinent aujourd'hui et qui se sentent complètement délaissés. Pas forcément complètement délaissés, c'est pas vrai. Pardonnez-moi, on peut pas dire ça. Non, il y a des gens absolument formidables. Il y a des gens dont c'est le souci quotidien. Il y a des élèves remarquables, il y a des profs, il y a des hiérarchies qui font leur boulot, il y a des recteurs formidables. L'éducation nationale, comme partout, vous avez le meilleur et le pire. Vous avez aussi des gens qui sont plus accommodants et à mon avis très dangereux. Disons qu'il manque beaucoup de professeurs devant les écoles, devant les classes. Ça, oui. 4000 en tout cas à la rentrée de septembre. Beaucoup disent qu'ils sont très las de leur métier et en peine à recruter. Donc il y a quand même un effet que l'on peut ressentir. Revenons à l'idée effectivement des problèmes de laïcité. Qu'est-ce que vous tweetez à ce sujet d'ailleurs? Que répondre à l'élève qui réclame le droit de porter le symbole présumé de sa religion en salle de classe et qui voit à juste titre dans l'interdiction de le faire justement une restriction de sa liberté? N'est-ce pas même justement le fondement de la liberté de la République? C'est ça qui est bien, si vous voulez, c'est qu'au moins si un élève avait par exemple en cours de philosophie le bon sens de dire mais enfin c'est ma liberté, pourquoi vous entamez ma liberté? C'est pas ce qu'ils disent? Alors, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, ce qui est merveilleux, c'est la possibilité d'un véritable débat sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Est-ce que la liberté est de faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on fait toujours ce qu'on veut? C'est-à-dire, es-tu libre de faire ce que tu veux quand ce que tu fais là te vient d'une tradition, d'une famille, d'un usage, de choses dont tu n'as pas décidé toi-même? Tu ne fais que valider des usages qui ne sont pas les tiens. Et de fil en aiguille, une telle discussion avec un élève, s'il est ouvert d'esprit, s'il est disponible, s'il est accessible à la discussion, s'il ne voit pas une offense ou une hostilité dans ce qui n'en est pas. Une telle discussion peut déboucher sur, par exemple, une leçon d'histoire des idées sur la différence, à la fin du XVIIIe siècle, entre ceux qui concevaient l'humanité comme l'arrachement aux déterminations, c'est-à-dire la philosophie des Lumières, et ceux qu'on a appelés les romantiques, pour qui il n'y avait pas d'humanité sans enracinement. Et si on arrive à déporter le débat jusque-là, à creuser la question au lieu d'y répondre jusque-là, d'abord c'est merveilleux, mais surtout, ça n'est possible que si le préalable à un tel débat, à une telle discussion, c'est le renoncement justement à tous les symboles religieux, à tous les symboles identitaires. C'est-à-dire qu'il faut commencer par y renoncer pour expliquer ensuite pourquoi ils n'ont pas leur place à l'école. L'inverse ne fonctionne pas. Vous parlez d'hostilité, quand on parle d'éducation, on parle évidemment de transmission. Certains professeurs racontent ne plus pouvoir justement donner cours, notamment en cours d'histoire, sur certains sujets. Certains jeunes réfutent les faits historiques, tels que, par exemple, ils sont racontés pour la guerre d'Algérie, ou même réfutent encore l'existence de la Shoah. Y a-t-il une défiance aujourd'hui à apprendre à penser par l'autre, justement, et je reprends vos mots, avant d'apprendre à penser par soi-même? Oui, parce que souvent, quand on pense par soi-même, c'est qu'on pense tout seul. Et quand on pense tout seul, c'est là qu'on pense comme tout le monde. Il vaut mieux apprendre à penser par l'autre. Autrement dit, est-ce qu'ils ont conscience, ces élèves, qui sont là aussi pour apprendre par l'autre, justement, d'apprendre à penser? La difficulté,
difficulté dans laquelle on se trouve, c'est une difficulté orwellienne. Dans 1984, Orwell parle du ministère de la vérité, qu'on cite toujours à tort, à chaque fois qu'on croit qu'il y a une atteinte à l'information. En fait, le ministère de la vérité s'en prend à la mémoire, pas à l'information. Et le travail du ministère de la vérité, c'est d'effacer l'histoire selon les besoins du gouvernement. Et ce travail-là, les tenants de la cancel culture ou bien les gens qui considèrent que telle ou telle période de l'histoire ne doit pas être enseignée. Donc vous avez d'un côté les gens qui considèrent qu'on ne doit pas trop parler de Vichy, de l'autre côté les gens qui considèrent qu'il ne faut pas parler des crimes du FLN, etc. Bon, quelle que soit la page d'histoire qu'on veut effacer, c'est le même désir orwellien de déposer sur l'histoire le filtre de sa propre envie. C'est-à-dire qu'on fait de l'histoire un objet malléable. On fait de l'histoire un objet qu'on peut façonner au gré de son désir. On fabrique une histoire sentimentale. Et c'est un drame, ça. C'est une tragédie parce que c'est la fin d'un terrain commun. Si on ne s'entend pas sur l'histoire commune, sur une langue commune, sur une neutralité commune d'adhésion à l'intérieur de la salle de classe, il n'y a plus de terrain commun, il n'y a plus de nation. Et alors, vous avez une possibilité de sortir justement de cette situation pour les professeurs d'histoire, en l'occurrence, qui n'arrivent plus à pouvoir enseigner de cette manière et qui justement se retrouvent dans ce conflit sentimental, non, entre guillemets. Je ne sais pas comment faire. Moi, je suis admiratif, absolument admiratif du travail d'un professeur confronté à des difficultés de cette nature. Parce que si ces choses-là sont si difficiles, c'est qu'il n'est pas confronté à de l'ignorance. Il est confronté à de l'ignorance volontaire. C'est-à-dire qu'il est confronté... La défiance. Oui, il est confronté à quelqu'un qui n'est pas là pour apprendre, mais qui est là pour revendiquer un droit comparable au sien de savoir autant que lui. Et ça, c'est un ennemi invincible. On peut tout contre quelqu'un qui ignore, mais on ne peut rien contre quelqu'un qui croit savoir, sans savoir qu'il croit. Et c'est un adversaire terrible. Or, l'élève contemporain, dopé aux réseaux sociaux, convaincu de ce qu'il pense, méprisant son professeur, le trouvant faillible, fragile, ou bien à qui on a expliqué que ce que son professeur raconte est offensant, est porté à douter de la parole qu'il reçoit à ce moment-là, alors qu'elle est toute bénéfice pour lui. Et pour autant, on cherche à fabriquer des de futurs citoyens, des élèves, peu importe l'âge, qui seront en capacité justement de penser, de réfléchir. Et on y arrive quand même, je veux dire ça. Et on y arrive quand même. L'école de la République reste cet endroit merveilleux où on fabrique effectivement des citoyens, c'est-à-dire des gens qui comprennent par exemple que la loi n'est pas le contraire de la liberté, ou des gens qui comprennent que la couleur de la peau n'est pas du tout une information sur les compétences des uns ou des autres. On y arrive quand même, et ça reste sa vocation, et je dirais même plus, si j'ose dire, comme dirait l'autre, j'ai parfois le sentiment que la vocation républicaine de l'école est intensément réactivée par le péril identitaire qui la menace aujourd'hui et par la trouille qui nous vient des attentats, des crimes, etc. Et qu'il y a là une occasion pour l'école, justement, on a parfois besoin d'un ennemi ou d'un adversaire. C'est peut-être l'adversaire dont la République avait besoin pour se souvenir de sa raison d'être. Dans un tweet, vous reprenez les propos de Louis Eliafi, a écrit « Un État qui voile ne peut être qu'un État qui viole ». Oui. Pour vous, la question elle est dure, et l'islam est contre les femmes ? Non, je ne dirais pas l'islam. Le voile n'est pas une prescription coranique. Vous savez, le voile, c'est l'invention. En l'occurrence, en Iran, le voile, c'est pas une prescription coranique, c'est l'invention des mollahs, sur lequel c'est le premier pilier, en réalité, d'une théocratie, d'une dictature, qui pourrait s'en passer, mais enfin, qui repose là-dessus. C'est pour ça que Masih Alinejad compare le fait de retirer le voile à la chute du mur de Berlin. Donc, c'est essentiel de pouvoir retirer le voile. L'enjeu n'est pas d'abolir le voile. L'enjeu, c'est de conquérir le droit de ne pas le porter. Ça n'a rien à voir. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire d'avoir le choix, en fait. Mais c'est d'avoir le choix. C'est-à-dire que, évidemment, on peut dire, et je ne vois pas en quoi c'est contradictoire d'ailleurs, on peut simultanément, c'est mon cas, considérer que ce combat est sublime. Et s'étonner qu'il n'y ait pas de vidéo de femmes qui retirent leur voile en solidarité avec les Iraniennes, puisque porter le voile est une liberté comme les autres. Pourquoi ne pas le retirer? Alors, on a vu des tas de gens se couper des mèches de cheveux quand Mahsa Amini a été assassiné par la police des mœurs. Pourquoi personne ne retire son voile alors que des femmes sont tuées tous les jours pour cette raison-là? Parce qu'ils ont peur aussi. C'est un mystère. Probablement parce qu'elles ont peur, mais la loi le garantit. Le paradoxe, c'est qu'en Iran, elles osent le faire, en démocratie, elles n'osent pas. Là, il y a un problème. Là, il y a effectivement un vrai souci. Mais on peut dire tout ça,
tout en considérant que le rêve d'inventer un espace public où le voile serait interdit est un rêve monstrueux, absolument monstrueux, liberticide, fasciste, et qui d'ailleurs n'existe nulle part dans le monde. Quand on défend la liberté, on doit la défendre tout le temps. Et donc il faut la défendre à la fois contre ceux qui imposent le voile, comme contre ceux qui imposent de ne pas le porter. C'est pas la même chose. Et est-ce que c'est pas aussi parce que c'est un message politique davantage que religieux qui s'opère en France, j'entends? Non, c'est parce que c'est dangereux. Je crois, parce que c'est dangereux d'être une jeune fille voilée qui dit, écoutez, moi, par solidarité, je considère, je reste pieuse, voilà, après tout, j'ai la liberté de porter le voile, j'ai la liberté de le retirer, voilà, je le retire, parce que je vis dans un pays qui me permet de le faire. Moi, je rêve de voir ça. C'est pas à moi de le faire, je suis pas une femme voilée, c'est pas à moi de le faire. Je rêve de voir ça, et je regrette que ça n'arrive pas. Vous parliez de Samuel Paty tout à l'heure, qui, je le rappelle, a été assassiné parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves en cours d'éducation morale et civique. Parlons-en justement de l'EMC. Je me rappelle de votre chronique sur Europe 1 dans la morale de l'info. Vous dites comment apprendre à des élèves à réfléchir en leur imposant par exemple des dogmes. C'est compliqué de pouvoir à la fois transmettre l'éducation morale et civique et la façon dont elle est transmise. Est-ce que les professeurs sont suffisamment formés pour ça? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, je me souviens, c'était Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, qui avait promu l'éducation morale et civique. Et j'avais vraiment le sentiment d'un truc qui ne marcherait pas et qui était là pour donner bonne conscience à tout le monde, c'est-à-dire un dispositif bien pensant où on se satisferait finalement d'ennuyer les élèves pendant quelques heures par mois avec ces sujets-là et avec lequel on s'en tiendrait quitte en somme. Et vous avez changé d'avis? J'ai jamais cru à ça. J'ai jamais cru aux vertus de l'enseignement. Je me souviens comme de la roulette du dentiste des cours d'éducation civique. Moi, le plus républicain des hommes, si vous voulez, je m'en souviens comme d'un enfer. Mais pourquoi d'un enfer? Mais parce que c'était ennuyeux. Et qu'il y a de meilleures façons de le faire. Mon sentiment était, à l'époque, qu'on eût tout gagné à étendre tout simplement l'enseignement de la philosophie aux classes de 3e. Au lieu de leur parler d'éducation morale et civique, ce qui est très ennuyeux, leur raconter la vie de Socrate, leur décrire ce qu'il y a, le danger qu'il y a à croire qu'on ne nous regarde pas, ou à mal se conduire quand on ne nous regarde pas, ou à faire la différence entre la loi et la liberté. Toutes ces choses-là, un enfant de 14 ans peut le comprendre. Vous lui dites éducation morale et civique, il s'ennuie à l'avance. Mais pourquoi pas les deux, Raphaël Enthoven? Pourquoi on ne pourrait pas enseigner à la fois effectivement la philosophie peut-être plus tôt, dès même peut-être pourquoi pas le primaire, je ne sais pas, vous allez me répondre à ça, et en même temps l'éducation morale et civique pour savoir quelles sont les institutions de l'État, qu'est-ce que ça veut dire une loi, ce que ça veut dire de suivre en fait une république. Oui, parce que j'ai le sentiment qu'un tel enseignement peut être avantageusement préempté par l'histoire d'un côté, par la philosophie de l'autre. Je ne vois pas que la République soit en soi une discipline. La République n'est ni un camp ni une discipline. La République est partout. On y vit, tant mieux, on a cette chance. Plus de comprendre les institutions, en fait. Alors, mais comprendre les institutions, l'histoire est là, le droit, plus tard, j'aimerais qu'on fasse du droit au lycée, ça oui, mais voilà, le droit est là, l'histoire est là, la philo est là. Moi, je ne crois pas à cette notion d'éducation morale et civique comme telle. Il me paraît que c'est une façon de cantonner la chose à un moment de la semaine, alors qu'on a mieux à faire. Voilà. Alors, la philosophie plutôt, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous y croyez? D'expérience, c'est possible. Moi, il m'est arrivé de faire cours en classe de CM1. J'ai fait deux sujets de prédilection, il y en a d'autres, mais mes deux sujets favoris quand je m'adresse à des enfants qui ont entre 8 et 9 ans, c'est la vie de Socrate ou bien les Sisyphe. Alors, le mythe de Sisyphe. Qui a fait appel à vous en CM1 pour justement parler de philosophie? C'était une école dans le 15e qui a fait appel à moi. L'école Janine Manuel, pourquoi ne pas la Très bonne école, oui, effectivement, une école bilingue. Excellente école dont une institutrice a eu la bonté de faire appel à moi. J'y suis allé à 2 reprises et ça s'est merveilleusement passé. D'abord parce que vous racontez des histoires et que les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. Ensuite parce qu'ils sont tout à fait perméables à quantité de paradoxes. Bien sûr. Et la condition de Sisyphe, ça les amusait énormément. C'est-à-dire que Sisyphe, qui est condamné à porter un caillou au sommet d'une montagne avant qu'il retombe de l'autre côté, je leur dis, mais honnêtement, ce qu'on fait dans la vie n'a pas tellement plus d'importance que ça. Ça les faisait rire. On s'est amusé beaucoup. Ils sont plus philosophes que les adultes, les enfants? Mais en fait, non. En tout cas, sans comprendre. J'ai pas envie de dire ça, ce serait de la pure démagogie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est étonnant chez un enfant, c'est la capacité qu'il a à affronter les idées noires.
Un enfant, c'est peut-être pour le simple fait, on dit souvent il faut préserver les enfants du pire. Les enfants ont tout à fait conscience du pire, ils savent qu'ils vont mourir à l'âge de 4 ans. Et ils affrontent la noirceur des choses avec une obstination. C'est peut-être parce qu'ils sont milliardaires en années, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut C'est parler, comme ça que vous pensez que ressent l'enfant par rapport à la vie et la mort? Moi, j'ai toujours parlé aux enfants, à mes enfants, et de façon générale aux enfants, avec Vous en grand avez 4. respect, plus que ça, avec grand respect et grande considération. Je les vous vois, pas mes fils, mais les enfants en classe, les petits. Oui. Et nous avons de véritables échanges. Je ne le dis pas par démagogie, je le dis parce qu'ils sont perméables, encore une fois, à des raisonnements qui sont de bon sens et qu'ils peuvent entendre. Le seul problème que j'ai eu, je vais vous dire, c'est quand j'ai raconté la vie de Socrate, et encore, c'est un problème que j'ai eu une fois, quand j'ai raconté la vie de Socrate, il se trouve que ce sont des histoires entre hommes, que la vie de Socrate inclut le moment où Alcibiade refuse de coucher avec lui, et que donc j'ai dû expliquer ça, et finalement c'est passé. Avec des mots pesés pour les enfants de 5 ans, de toute façon. Et donc c'était en fait une expérience que vous pourriez réitérer, effectivement, pour d'autres classes, oui, mais et que vous proposez aussi. Vous savez que ce sont des expériences, par exemple, alors, il y a des gens qui en font leur métier, des films là-dessus, qui montrent comment, en début d'année, un enfant de 5 ans, on lui demande ce que c'est la bêtise, il dit bah, c'est quand maman range le Nutella dans le frigidaire. J'ai oublié le titre du film. Alors qu'à la fin, il comprend que la bêtise, c'est de ranger le Nutella dans le frigidaire. C'est pas quand maman le fait. C'est-à-dire qu'il est passé à l'abstraction. Et il a 5 ans. Et donc on peut obtenir de véritables progrès très palpables, très concrets, qui sont un gain considérable pour eux dans la vie ensuite. Alors là, on parle sur un plateau de télévision, de vos idées, de vos envies et de ce que vous proposez dans l'absolu. Mais est-ce que vous avez été jusqu'au ministère de l'Éducation? Est-ce que vous en avez discuté avec le gouvernement, par exemple, ou des personnages importants qui pourraient influer justement sur la philosophie plus tôt à l'école? Madame, je vais être honnête, ça m'est arrivé à 2 reprises. J'ai eu un rendez-vous avec Luc Chatel, oui. Alors ministre de l'Éducation, et j'ai ensuite rencontré Vincent Peillon, au même endroit, dans les 2 cas pour plaider la même chose, qui était l'extension de l'enseignement de la philosophie, au moins aux classes de seconde, mais une extension systématique, c'est-à-dire un enseignement structuré. C'est-à-dire, en fait, l'étalement sur 3 ans de la préparation au bac, pour éviter le sentiment d'engorgement, la découverte d'une discipline, d'une méthode, d'un vocabulaire, l'intérêt qu'on est censé avoir pour toutes ces choses sublimes, la capacité à faire une dissertation, tout ça en 6 mois, alors qu'il y a des tas d'autres matières. C'est inhumain pour un élève de terminale. Donc je plaidais pour un étalement de cette contrainte. Qui paraît très cohérent quand même. Qui eût été aussi l'occasion d'en augmenter les heures. C'est-à-dire un étalement qui aurait permis de l'employer davantage. Et puis aussi une répartition de l'enseignement de la philosophie entre d'un côté l'histoire des idées et de l'autre côté la manipulation des concepts, ce qui n'est pas la même chose. C'est comme quand le théorique et le pratique, si vous voulez. Bon. Je dois dire que dans les 2 cas, j'ai été reçu avec cordialité, intelligence, compréhension. Je n'en doute pas, mais dans la mise en pratique, la mise en œuvre. C'est la mise en pratique qui pêche un peu. Alors, il y a eu des choses. Il y a eu, dans le cadre d'un enseignement dit d'abord de lecture et puis ensuite qui a porté un autre nom, je ne suis pas compétent là-dessus. Je sais que l'enseignement de la philosophie, il y a eu en philo, en seconde, on peut faire de la philo aujourd'hui, à peu près partout, si on le souhaite. Mais j'aurais rêvé d'un quelque chose de plus systématique. Dans le tronc commun, ambitieux. En fait, c'est ça. Mais bien sûr. Évidemment. Quand vous choisissez la philo comme majeure en terminale, vous n'en avez pas fait avant, ou vous en avez peu fait avant. Si vous choisissez les maths ou les lettres, vous en faites depuis des années, le match n'est pas égal. Et ce qui paraît complètement absurde, puisque finalement, la philosophie vous permet justement de penser... C'est absurde parce que la philosophie, vous en faites, même quand vous ne savez pas que vous en faites. Donc c'est d'autant plus absurde, si vous voulez, de ne pas pratiquer cette discipline qui vous montre qu'en fait, vous savez déjà danser. Mais qu'il faut avoir justement les cartes, pour pouvoir comprendre la manière d'annoncer. Merci beaucoup Raphaël Enthoven d'avoir été avec nous sur le Grand JT d'éducation. Merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir à nouveau Jean-Yves Dana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef d'Ocapi, du groupe Bayard Jeunesse. Phosphore, Ocapi, J'aime lire, Astrapi, ils sont tous là, hein. Youpi. On en parlait avec Michael Dos Santos juste avant de vous recevoir, Image Doc. Mais vraiment, c'est tout ce qui a bercé notre enfance à nous et qui continue de bercer l'enfance des enfants aujourd'hui, qu'ils aient 3, 4, 7, 11 ans. Absolument. Alors, il faut imaginer que Bayard Jeunesse, ce sont 21 magazines
pour tous les âges, depuis quasiment la naissance. Enfin, Poppy, le premier, en gros, c'est les bébés commencent à le prendre en main entre 1 et 2 ans, vous voyez. Donc, on est quand même vraiment sur le tout premier âge. Et évidemment, jusqu'à Phosphore, le grand frère d'Okapi, qui va accompagner les adolescents au lycée et au-delà. Voilà, vers le lycée et au-delà. Ça peut même nous accompagner, nous, hein, Mickaël. Oui, c'est vrai. Non, mais je vois qu'il il y a des articles hyper intéressants. Exactement, hein, ma piscine de cauchemar, voyage en pays inconnu au Qatar, je pense que ça peut intéresser tout le monde, en fait. C'est même pas pour les 16 ans. que les parents piquent facilement aux enfants. Mais bien sûr. Alors, donner du sens à Noël et développer le goût des autres, ce sont les valeurs que vous souhaitiez particulièrement défendre cette année, justement, pour la publication, évidemment, des séries spéciales de Noël. À cette occasion, vous sortez des numéros pour tous les âges, mais surtout avec un thème spécifique qui est la solidarité. Oui, la solidarité, qui est un thème fort, évidemment, pour la période des fêtes de Noël. Il faut aussi rappeler d'ailleurs que le 20 décembre, c'est moins connu, mais c'est la journée internationale de la solidarité. Donc on voit bien le lien entre cette notion-là, l'entrée dans l'hiver, le moment où on a besoin des autres, et effectivement les valeurs que véhicule aussi la fête de Noël. Noël, c'est évidemment une fête religieuse, mais c'est aussi une fête de rassemblement familial, d'écoute des autres, d'aide aux autres, d'être dans le soutien des personnes qui en ont besoin. C'est le moment où le froid nous frappe et c'est le moment où on se retrouve en famille. Et je pense qu'à Bayard, ce sont des valeurs qui nous sont très précieuses. Le fait de pouvoir faire de l'intergénérationnel, de parler, de prôner un petit peu cet échange entre les enfants et leurs grands-parents, par exemple, de raconter des choses qui se passent entre l'enfant et le monde extérieur, mais dans cette thématique de solidarité, d'hospitalité. Donc ce sont des notions, des valeurs autour desquelles tous les titres de Bayard Jeunesse ont travaillé ensemble, alors chacun de son côté pour développer avec son savoir-faire, son identité, quelque chose qui est lié à sa tranche d'âge, au lecteur auquel il s'adresse, et d'autres, et en même temps une communauté de travail de tous les titres ensemble. Voilà, on est vraiment sur cette idée. Rappeler l'importance de la solidarité, c'est évidemment essentiel, on le fait au quotidien, et puis finalement depuis des années, c'est précisément avec tout ce qu'on a vécu, les guerres, je dis les parce qu'il y en a eu plusieurs, cette pandémie énorme, et tout ce qui se passe en ce moment qui en fait paralyse notre quotidien, on n'entend que des mots terribles, on va être privé d'électricité, on sera dans le noir, certaines personnes vont être dans un besoin absolu. Vous avez eu ce sentiment en fait de besoin spécifique de se dire à un moment on se serre les coudes. Bah oui, nous par définition, on est des médias qui faisons aussi un travail d'information, donc tout ça, tout ce que vous relatez là, on en parle dans nos pages et on est déjà venu ici pour en parler avec vous au moment du début de la guerre en Ukraine en février dernier. On parle de politique, on parle de la manière dont tous ces gros sujets sont reçus par les adolescents pour ce qui concerne Okapi. Ici, par exemple, en ce qui nous concerne, nous, on a voulu montrer des adolescents qui eux-mêmes, retroussent les manches et vont au contact des personnes qui en ont besoin. Donc on est allé à Marseille et c'était pour nous aussi l'occasion de rendre hommage à une association qui est le Secours Populaire et à une émanation du Secours Populaire qui est les Copains du Monde, voilà, qui est en fait une émanation du Secours Populaire avec des adolescents du monde entier, mais beaucoup en France, qui se mettent au service des autres. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui sont solidaires des personnes en difficulté. Donc on est allé les rencontrer. Ça a duré combien de temps? Comment s'est passée l'opération? D'abord, on les a rencontrés l'été dernier parce qu'ils fêtent leurs 30 ans et à cette occasion, ils avaient organisé une espèce de grand séminaire pour réfléchir à leurs actions, pour réfléchir à comment eux, ils peuvent s'engager et faire naître des vocations chez ces jeunes qui ont autour de 10, 11, 12, 13 ans. Et donc, ils ont pris la tâche très au sérieux. Tous, là, ils étaient là. Il y avait des représentants de toute la France qui étaient là pour discuter ensemble. Et après, à l'occasion de cette rencontre, on a discuté avec eux de l'idée de les accompagner sur une opération. Donc, on est allé à Marseille les suivre. Et on a voulu les voir sur le terrain au moment où ils font de la distribution de... Alors, c'est à la fois de la distribution alimentaire pour les personnes dans la rue. Donc, ils font des maraudes eux-mêmes, des jeunes de 13-14 ans qui font des maraudes. Et puis, ils organisent aussi des quêtes pour financer l'aide aux personnes qui ont été touchées par les incendies cet été dans toute la France. Ils ont tous besoin de se sentir utiles, ces fameux jeunes dont vous parlez ?
ce qu'on a découvert, c'est à quel point eux, ça les épanouissait, à quel point ils étaient heureux d'en parler, à quel point ça les rendait fiers. Les jeunes, en l'occurrence, qu'on a rencontrés, ils viennent aussi des quartiers difficiles de Marseille. Ils ont eux-mêmes été bénéficiaires avant de passer à l'action et de devenir eux-mêmes des aidants. Et ils nous disent à quel point c'est maintenant devenu au cœur de leur vie et ça met du sens dans tout ce qu'ils font. Et ça leur permet de comprendre l'importance justement du collectif, de l'aide commune pour eux-mêmes, pour leur apprentissage, pour leur maturité, quoi, voilà. La solidarité chez un enfant, et notamment à l'école, elle commence à quel moment, vous pensez? À l'heure du goûter, quand on partage? Quand on se dit je sors de l'école et j'ai faim et j'ai rien dans mon sac? Elle peut même commencer avant, j'allais dire. Elle commence dans la classe même. Enfin, elle commence. En fait, elle est tout le temps là. C'est-à-dire que, par exemple, dans les revues, dans les magazines de Bayard, il y a des histoires pour les plus jeunes où on va être avec des enfants qui, dans le cercle familial, vont sans s'en rendre compte travailler sur ce thème en dialoguant avec leur grand-mère pour l'aider à raconter des histoires sur son propre passé et créer ce lien de solidarité à l'intérieur de la famille. Ça va être aussi des enfants qui vont être soucieux de celui qui est différent, qui vient d'ailleurs et qui vont faire en sorte de l'aider à s'intégrer dans leur classe, dans la société. Et toutes ces idées-là sont des idées qui ont été traitées d'une certaine manière par les journaux Bayard. Alors on parlait justement de l'âge, du plus petit au plus grand, de Poppy à Okapi ou Phosphore, pardon. Justement, comment on parle de solidarité dans Poppy ? Cette idée de dire le Père Noël, il n'est pas là pour juste faire des cadeaux et puis dans une démarche très individualiste, mais dans l'idée du cadeau, dans l'idée du don à quelqu'un, à un enfant, il y a quelque chose d'un geste qui est fait pour créer du lien dans la famille, pour créer du lien avec les autres, pour jouer ensemble. Donc ce sont ces valeurs-là en fait qui comme des petites graines qu'on plante en fait dans l'esprit des enfants. On n'est pas dans quelque chose de mercantile et de strictement utilitaire. On est vraiment dans l'idée de quelque chose à faire ensemble et à leur apprendre qu'ils peuvent eux-mêmes être acteurs de se faire ensemble. Voilà. Et quels sont les sujets qui ont le plus de succès sur les nombreuses marques de Bayard ? Les sujets en général ? Oui, les sujets. Un des points forts, c'est la gamme lecture, par exemple, chez Bayard, c'est-à-dire le j'aime lire. Et là, on est dans des sujets où on mène l'enquête, entre guillemets, avec ses copains sur quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous faire comprendre le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est des fils que nous, on aime tirer pour les amener à prendre possession en quelque sorte des histoires qu'on leur raconte et à s'interroger un moment. Et moi, à sa place, je ferais comment, quoi, voilà. Donc là, il y a des sujets qui sont pour les enfants assez porteurs et on voit que non seulement ils lisent, mais ils relisent les histoires. Ils interrogent autour de ça. Et pour nous, c'est un indice intéressant de leur réceptivité et du fait qu'ils se les approprient vraiment. Le marché du magazine jeunesse fonctionne bien. Est-ce que les élèves, les enfants, peu importe l'âge, sont toujours curieux, non pas que seulement à la gare ou à l'aéroport, mais dans la vie de tous les jours, d'aller acheter son petit magazine toutes les semaines? Alors le côté acheter son petit magazine toutes les semaines, c'est quelque chose qui est toujours difficile parce que ils sont pas eux-mêmes en contact avec les points de vente. C'est un abonnement. C'est rare. Voilà, c'est souvent des abonnés. C'est aussi des enfants qui sont en contact avec les journaux dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les CDI de collège ou de lycée. Et nous, on les accueille, on va les voir. Ça, c'est important. Et quand on va les voir ou quand on les accueille, on voit chez eux quelque chose comme une fascination, une admiration, quelque chose qui fait qu'on voit que ça reste des objets magiques pour eux. Et ça reste assez fascinant pour eux de voir comment c'est fait, c'est quoi les coulisses, quelles sont les questions qu'on se pose avant de mettre tout ça dans les pages et avant qu'ils le reçoivent chez eux. Donc il y a un effet qui reste réellement fort de l'objet papier.
à un âge où, pour nous, pour ce qui nous concerne, ils sont surtout sur leurs écrans et sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on constate et qui est toujours rassurant, c'est qu'ils nous écrivent et quand ils viennent nous voir, ils nous disent la même chose. Ils aiment tourner les pages, ils aiment qu'on les fasse voyager ou réfléchir et ils aiment ce contact avec le travail des journalistes. Voilà. En tout cas, un contact qui marche très très bien et puis vraiment ces ressources toujours qu'on adore retrouver. Donc Pomme d'Api, les belles histoires, j'aime lire, youpi. Attendez, aidez-moi, cher Mickaël. Il y a Poppy. Poppy. Mes premières belles histoires. Voilà, ok. J'ai une dernière petite question. Peut-être face à la caméra, c'est peut-être mieux, ça marche mieux. Alors, j'en ai une en face de moi aussi, mais voilà, regardez, je fais un tour, voilà, comme ça. Oui, allez-y, dernière question. Non, une petite question sur les cadeaux. Parce que là, je vois que par exemple sur Poppy, il y a un super calendrier de l'Avent. On parle beaucoup de sobriété en ce moment et du fait de restreindre un peu au niveau du budget. Est-ce que vous, du côté de Bayard, vous faites attention aussi aux dépenses et évitez de donner trop de cadeaux aux enfants ? Oui, bien sûr. Alors là, c'est des cadeaux qui sont dans la formule technique, j'allais dire. Bien sûr, c'est du papier. Voilà, c'est pas des. Je sais qu'avant, quand on était plus jeune, on adorait aussi acheter les magazines. Il y avait toujours un petit cadeau, le petit bonus. Voilà. Le petit plus qu'on appelle le plus produit, des choses comme ça. Alors nous, on n'est pas vraiment dans cette approche-là. Et à Bayard, même, j'allais dire, c'est une entreprise apprenante sur les questions environnementales. Et c'est une entreprise qui a fixé les normes RSE, les normes environnementales de l'entreprise au cœur de nos projets éditoriaux aussi. Ça veut dire que non seulement on fait très attention à ce genre de choses, aux produits qu'on va proposer à nos lecteurs, et on va pas se lancer dans des choses emballées. Voilà, donc même les emballages des journaux que les abonnés reçoivent chez eux sont en papier, en matière recyclable. Et par ailleurs, on fait même très attention dans notre manière de pratiquer le journalisme à éviter d'envoyer des journalistes sur une journée dans un lieu où ça implique de prendre l'avion, de faire... Au Qatar, par exemple. Par exemple, en ce moment, on en parle beaucoup. Même dans des destinations beaucoup plus proches. Merci à vous deux. En tout cas, voilà, c'est vraiment toutes ces merveilles, les 21 magazines, donc Api, J'aime lire, Astrapi, Phosphore, que vous pouvez retrouver chez Bayard Jeunesse, avec là, par exemple, dans Astrapi, des petites citations et des devinettes. Mais la citation que je vais vous dire, si tous les enfants du monde étaient moins sages, on aurait moins de travail. Voilà. Ça, elle est bien, celle-là. Hein. C'est Lutin Tamar qui le dit. Ouais. On reste là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Yves Dana, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Merci mille fois. Mickaël, c'est à vous. Ouais, c'est votre je bosse. C'est maintenant, c'est les réseaux sociaux. Mickaël, dans son dernier rapport paru lundi dernier, l'Arcom a épinglé TikTok, déjà très critiqué depuis plusieurs mois. Que reproche finalement le régulateur de la communication numérique au réseau social chinois ? L'Arcom, effectivement, l'Arcom, régulateur de la communication numérique, faut le savoir, s'inquiète de la diffusion trop importante de fausses informations. TikTok n'en ferait pas assez pour bannir ce qu'on appelle les fake news. Autre critique, l'absence de transparence sur les algorithmes. Alors les algorithmes, c'est quoi ? Eh bien, les utilisateurs sont dirigés instinctivement vers des vidéos sans que l'on sache réellement quelle est la méthode utilisée. Résultat, eh bien, les plus jeunes sont souvent amenés à regarder des publicités, des vidéos violentes ou encore à caractère sexuel, du contenu inapproprié, bien sûr, pour leur âge. Un âge qui, eh bien, comme sur d'autres réseaux sociaux, n'est pas vérifié comme il devrait l'être. Et là, c'est une autre des critiques. TikTok permet de s'inscrire à partir de 13 ans, mais là encore, une grosse partie des 9 millions de visiteurs par jour sont bien plus jeunes. Au moment de l'inscription, ils indiquent tout simplement être plus vieux. Alors que compte faire l'Arcom justement pour ça ? Alors l'Arcom le dit clairement, TikTok a pris une place importante à une vitesse fulgurante chez les jeunes. Pour autant, eh bien, il faut que TikTok fasse le nécessaire sur les fausses informations. Contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou encore Snapchat qui ont fait des efforts, TikTok a rendu une copie très imprécise depuis la loi Fake News de 2018. Aucune sanction malheureusement légale n'est néanmoins applicable. Autre point, le réseau social a aussi refusé de signer une charte qui protège les mineurs en ligne, une position qui est tout simplement inacceptable pour l'Arcom. Bref, TikTok doit absolument changer de cap, comme l'a confirmé Benoît Loutrel, conseiller de l'Arcom, lors d'un point presse. Écoutez. Le statu quo n'est pas possible pour TikTok et qu'il doit y avoir maintenant un rattrapage accéléré pour faire face à ces obligations, que ce soit dans le cadre national aujourd'hui ou demain dans le cadre européen. Un grand succès appelle de grandes responsabilités et donc on envoie un message non subliminal à TikTok sur le sujet.
Et voilà, l'Arcom autoritaire mais sereine, puisque d'ici l'été, la nouvelle législation européenne sur les services numériques va bientôt contraindre les plateformes à mieux protéger les utilisateurs. Et en cas d'infraction grave ou répétée, eh bien les plateformes pourraient écoper d'une amende allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial, voire être interdites aussi sur le territoire européen, de l'Union européenne. Alors on l'a compris, donc TikTok est dans le viseur de l'Arcom, mais pas que. Oui, le gouvernement a récemment mis en cause le réseau social chinois. Pape Ndiaye a dénoncé des atteintes à la laïcité qui encouragent le port de vêtements religieux à l'école. Ces dernières semaines, d'ailleurs, plusieurs responsables de TikTok ont été reçus par des membres du gouvernement. Plusieurs plaintes ont également été déposées, parmi elles une plainte européenne pour du contenu inapproprié, des pubs cachées, ou encore celle aussi de parents américains dont les 2 enfants de 8 et 9 ans sont décédés suite à une vidéo sur le jeu du foulard. C'était sur TikTok. Donc voilà, plusieurs plaintes et plusieurs critiques vis-à-vis de TikTok. Et que répond TikTok du coup ? Eh bien, face aux critiques, TikTok tente de rassurer, je dis bien tente. Communication sur les suppressions de vidéos, les comptes malveillants, paramètres pour permettre de limiter le temps d'écran, empêcher les interactions entre les mineurs et les inconnus, connexion familiale pour que les parents puissent configurer le compte ou encore suppression de commentaires malveillants. Bref, la liste est longue, les mesures sont très très nombreuses. Le réseau social a également indiqué qu'ils avaient embauché des modérateurs et même signé un partenariat avec l'AFP, l'agence française presse, France Presse, pour éviter les fake news. La direction de TikTok reconnaît volontiers que sa plateforme, ce n'est pas le monde des bisounours, mais elle l'affirme, la sécurité et le divertissement sont des priorités du côté de TikTok. Mais justement, c'est parce que c'est pas le monde des bisounours que ça marche à ce point. C'est ça qui est terrible. C'est ça, effectivement. Merci beaucoup, Mickaël. Maintenant, c'est l'heure de retrouver Malika Bénard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invité est Aria Crescendo. Donc après la Star Academy, donc quand tu as 22 ans, le groupe de filles avec lesquelles tu danses, tu chantes ? Oui, je chante et je danse. Ça s'appelait Paradiso Girls. Et donc, j'étais repérée, pareil, au Crazy. Tu vois, le Crazy, ça a été magique parce qu'on faisait à Cannes, tous les festivals de Cannes avec Chopard. Tu sais, les bijoux. Et on faisait les défilés. Et du coup, je me suis fait repérer, figure-toi, par Bono de U2. Parce qu'on a fait donc sur scène un show machin avec les bijoux. Madame. Et à la fin, on restait madame ou pas et du coup, donc on est resté à la fête après, nanana. Et Bono il me dit, tu sais, je t'ai vu sur scène, tu me rappelles Madonna quand t'étais jeune. Bon, j'avais une coupe très courte, des cheveux très courts, j'étais très garçon manqué, très stylée à l'époque. Hein. Et toujours. Ouais, voilà, je suis maman de 2 enfants. Ça n'empêche pas. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais super stylée. Et puis il m'a dit, écoute, le mec qui a fondé les Pussycat Dolls cherche d'autres filles pour faire un groupe à l'européenne un peu similaire. Donc, est-ce que ça te dirait de passer l'audition et tout, de le rencontrer ? Et en gros, ça a commencé comme ça. On est parti à Londres, on a fait des auditions. Et puis ça dure combien de temps ? Ça a duré à peu près 7-8 ans. Ouais. Je suis par cycle de 7-8. Tu vois, c'est à chaque fois je change de vie. C'est quand même des longs cycles. Ouais, c'est super. C'est des belles vies. Plusieurs vies en une vie. Et du coup, je suis partie à LA direct, alors que je t'avoue qu'après la Star, j'avais plein de propositions ici pour faire 1 minute santé beauté sur TF1, après le journal. Tu aurais pu faire une carrière télévisuelle. Télévisuelle en France, mais j'ai choisi entre ça et will.i.am, parce que c'était quand même will.i.am, Pharrell Williams, CeeLo Green, des producteurs de folie. Et malheureusement, on n'a pas été connus en France, donc c'est très connu. Hein. On a eu des millions et des millions de vues. Et ça s'arrête ? Ça s'arrête au bout de 7 ans, parce que tu sais, la musique, c'est un peu parti en cacahuète. Hein. Et là, tout s'écroule ? Tout s'écroule pas, parce que moi, je rebondis toujours. Hein, tu vois bien, j'ai plusieurs vies en une seule vie. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand le groupe s'est arrêté, j'ai cherché à faire une carrière solo. Et le problème, c'est que comme la musique, c'était un petit peu dans la descente, j'étais signée, aux US du moins, et j'ai été signée chez Warner en France. D'accord. Et donc, je suis rentrée en France il y a à peu près 7-8 ans. Ouais. Et du coup, j'étais en tournée avec Shaim. J'ai fait la première partie de Shaim. Et en même temps, j'ai repris mon business yoga, donc j'ai écrit un deuxième livre de yoga. En même temps, parce que ça a toujours été un deuxième métier, c'est un peu le fil conducteur de ma vie, le yoga. Et parce que tu sais, dans le milieu artistique, c'est toujours pareil. C'est un jour on t'aime, t'es partout à la télé, t'es à la radio, on te kiffe, t'as compris qu'il fallait un autre équilibre. Voilà, donc c'est ou le yoga, ou sinon j'aurais été alcoolique, dépressif, en rehab. Quand tu vois Britney et tout ça, on a compris aux US. Moi, j'ai vécu quasiment 10 ans aux US et c'est ça Hollywood. Hein. C'est ou t'es en rehab ou tu fais du yoga. Il n'y a pas de juste milieu. C'est très extrême. Donc là, tu deviens la référence un peu mondiale du yoga, même parce qu'à Hollywood, tu vas coacher des stars.
Ouais. Bah, Jared j'ai eu de la Leto, chance. Ashton Kutcher. Voilà, j'ai eu de la chance. Voilà. Et puis des stars françaises aussi, hein, Matt Pokora, Shine. Quand il était à Los Angeles? Non, avant qu'il parte, en fait, Matt, ça a été un de mes super élèves de Paris. Et on ne sait pas, ça, que Matt, il fait du yoga. Mais pourtant, il y a une vidéo sur mon Insta, je vous la partagerai. Pourtant, j'ai fait un truc avec lui aussi sur une émission sur la Suisse qu'il faisait, où il a dit, voilà, je suis là avec ma prof de yoga, donc on va bien. Mais après, c'est vrai qu'il n'a pas trop continué. Mais il en aurait besoin, hein, parce qu'à l'époque, déjà, il faisait du foot, donc quand on n'est pas souple, il faut faire du yoga pour s'assouplir. La souplesse, c'est la jeunesse éternelle. Si tu arrives à 50 ans, tu peux pas faire ton lacet, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux être toute la célébrité du monde. Si t'es pas bien dans ton corps et que tu as des douleurs partout, je veux te dire, c'est pas bon. Et ça, le yoga, c'est l'assurance de ne pas avoir de douleur en vieillissant? Exactement, c'est la jeunesse éternelle, c'est pour ça, c'est que tu gardes la mobilité de ton corps. Quand tu es sur ton vélo, bah, tu peux te tourner pour voir s'il n'y a pas une voiture qui va venir t'écraser. Alors que si tu fais rien pour ton corps et que tu donnes pas de l'amour et de l'attention, bah, on part un petit peu, ça va pas. J'ai l'impression que c'est moi que tu grondes là. Non, pas du tout. Je te parle à toi, mais aux téléspectateurs aussi, parce que c'est hyper important. Tu sais, les gens, ils sont là, j'ai pas le temps, j'ai ci, machin. Mais il faut trouver le temps. Toi, c'est la personne la plus principale. Tu vois, si t'es pas bien dans ton véhicule, peu importe ce que tu as acquis autour de toi, tu vois, tu vas jamais être bien. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Aria Crescendo pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Parmi les ministères, c'est donc l'éducation nationale qui a été principalement pris pour cible par les hackers, avec 144 incidents répertoriés en 2021. C'est un chiffre qui est en constante augmentation, puisque le ministère avait connu 58 attaques en 2020. Ça en faisait déjà le ministère le plus ciblé du gouvernement. Clément, j'ai envie de faire appel justement à ton ingénierie sociale, si j'ose dire. Pourquoi est-ce que le ministère de l'Éducation fait partie des ministères les plus hackés ? Pour la simple et bonne raison, juste avant de répondre, je pense que ce chiffre, à la fois ne me surprend pas, peut-être qu'il surprendra d'autres personnes, mais il faut quand même savoir aujourd'hui que lorsqu'on parle de cyberattaque, déjà ce qu'on voit dans la presse, si par exemple on prend 10 cyberattaques qui sont sorties dans la presse, il faut quand même savoir que on peut facilement faire une petite multiplication de x10, parfois x20. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de cyberattaques dont on n'est absolument pas au courant, et parfois qu'on est de l'autre côté, qu'on va intervenir sur des incidents et que c'est traité bien en avant, parfois ça ne sort pas dans la presse. Donc ça c'était déjà un premier aparté pour bien comprendre en effet que quand on voit, ok, il y a eu typiquement le chiffre que vous donniez un peu à Marjorie par rapport aux 141 et 51 sur l'année précédente, c'est pas si énorme que ça, même si on a l'impression que c'est énorme. Puis après qu'on parle un peu pourquoi le ministère de l'Éducation en particulier ciblé, vous doutez bien que si aujourd'hui vraiment il y a un énorme blackout ou une vraie coupure au niveau de 1, 2, 3 ou 4 grosses académies en France, ça peut commencer à faire très 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 mal. Pour faire un petit parallèle, on a commencé à le voir un peu ce qui s'est passé avec le Covid, où il y a eu quand même énormément de difficultés à remettre en place un cadre pour permettre aux élèves, pour permettre aux étudiants à distance de suivre les cours. Donc imaginez un peu une cyberattaque, sauf que là, la cyberattaque est quand même beaucoup plus critique, qu'on parle quand même de cyberattaque avec ce ransomware-là, qui est vraiment la dernière partie de la cyberattaque visible dont on voit, mais qui ne fait partie, hélas, que de 1/10 de toute l'attaque. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Quand on va parler du ransomware, de la cyberattaque, ok, ce truc très visible, c'est que il y a quand même 8 autres étapes plus critiques qui sont arrivées, que les cyberattaquants, les criminels, sont dans votre réseau depuis en moyenne ce qu'on appelle un peu le dwell time, vraiment le temps moyen, entre 3 et 9 mois. C'est énorme. Donc si on revient un peu sur un ministère comme celui de l'éducation nationale en France, 3-4 grosses académies dont je ne citerai pas les noms, qui sont totalement à l'arrêt, plus possibilité de redémarrer, plus possibilité surtout d'acheminer les cours vers les élèves. Donc vous comprenez bien pourquoi, à quel point ça peut être critique. Vous disiez que, et là vous ne parliez pas spécifiquement du jeu vidéo, mais aussi des réseaux sociaux, qui sont aussi les jeunes soumis à une espèce de tyrannie du bonheur et de la performance à tout prix, je vous cite, dans réseaux sociaux, au point de mettre en péril leur vie avec des challenges extrêmement dangereux. C'est aussi de cette période-là dont on parle. Donc, ceux que vous dites, ils ne le font pas de manière spectaculaire, ce n'est pas le Fire Challenge ou c'est pas je ne sais quoi, mais ils attendent à leur santé mentale, à leur santé psychique et parfois à leur santé tout court, par ces phénomènes d'enfermement, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai qu'après
le pont entre la manière dont les réseaux sociaux sont toxiques. Hein. Je vais jusqu'à penser que la plupart des réseaux sociaux auprès de la santé mentale, d'autant plus des adolescents, est toxique, avec en effet, mais là où il y a un lien, c'est que les jeunes que je reçois à l'école des héros sont eux-mêmes tyrannisés par cette sorte de culture de la performance et de la réussite à tout prix. Et ça, c'est terrible. Et je pense que notre société souffre de cela, parce qu'à force de mettre l'idéal trop élevé, on est renvoyé sans cesse, on n'est jamais à la hauteur. Et du côté des adolescents, et peut-être plus des adolescentes qui regardent un peu trop certaines influenceuses, qui elles-mêmes sont piégées par le fait de correspondre à une image, il y a un moment, vous savez, c'est un peu comme dans la pub, désir d'être comme, mais culpabilité de ne jamais y arriver. Mais alors, c'est la passion de l'histoire, de la culture, ou c'est avant tout de transmettre des gens? Oui, des gens. C'est ça. Je pense des gens. Oui, vraiment, c'est la communication d'abord. C'est vraiment l'être humain et connaître et avoir un quotidien un peu différent chaque jour. C'est... Et des visites aussi différentes, parce que j'imagine que chaque visite est différente. C'est quoi? C'est la manière de le raconter. Et les publics que l'on accueille aussi, il faut à chaque fois s'adapter? Oui. Exactement. Donc, parfois, on nous dit, mais tu n'en as pas marre de faire le Louvre 3 fois par jour. Alors, 3 fois par jour, effectivement, c'est un peu beaucoup, surtout dans certains contextes où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est bruyant, c'est compliqué. Donc, on n'est pas forcément à l'aise à cause de l'environnement. Mais sinon, après, la relation avec le public permet d'échanger la visite à chaque fois. Comment est-ce que des marques peuvent prendre position aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'elles le fassent dès le début de ces affaires, dès les premières, justement, accusations qui peuvent être portées? C'est pas fait, mais ça doit être fait, effectivement. Alors, c'est fait dans d'autres contextes. Quand on parle de YouTube, il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont fait, justement, striker pour d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Mais aujourd'hui, YouTube n'est pas neutre. C'est-à-dire que si vous violez les droits de musique et vous mettez 5 secondes de musique, là, instantanément, votre vidéo est supprimée. Vous montrez un peu de nudité, vous parlez de nudité, vous êtes sanctionné. En revanche, là, quand c'est un sujet comme celui-ci, YouTube ne répond pas. YouTube a peut-être une solution pour à la fois préserver cette présomption d'innocence, mais également intervenir, c'est par exemple démonétiser le temps du procès les vidéastes, ou même de bloquer la chaîne durant le procès de Norman, par exemple, ou alors juste de le déréférencer. Si le procès devait avoir lieu. On consomme en moyenne 6000 calories le jour de Noël, plus tout ce qui vient, etc., etc. En plus, on peut prendre jusqu'à 2,3 kilos. Oui. Et alors évidemment, on entraîne les enfants là-dedans. Mais c'est surtout ça. Et ça, c'est une catastrophe. Comment peut-on, Sandra, limiter la casse? Feuilles de salade et tranches de jambon? Non, Emmanuel. non, je vous rassure, ça ne sera pas ça. D'accord. Mais effectivement, alors jamais quelque chose de déprimant pour les fêtes, mais il existe des possibilités de manger beau et bon, équilibré pour les fêtes, et je suis là pour ça aujourd'hui. Donc déjà, tout simplement, si on a un plat principal copieux, on peut éventuellement alléger le dessert, des petites techniques toutes simples, et puis aussi changer les présentations. Ça peut, des fruits tout court, ça peut tout changer si c'est présenté sur des petits pics de brochettes ou des choses comme ça. Ok, alors on ne fait pas comme dans le film, dans la fête, j'ai oublié comment il s'appelait, le sens de la fête, on évite les petits feuilletés en entrée, par exemple. C'est vrai qu'en plus, c'est pas très original. Non. Voilà, les feuilletés, allez, on en a marre. Ils sont trop riches en gras et en sucre. Il existe des alternatives, des petites verrines, des petites salades mesclins, des petites salades d'épinards aux choux rouges, et bien sûr les fameux fruits de mer et crustacés. Avec plein de mayonnaise. Non, je le sentais arriver. Si on n'abuse pas de la mayonnaise, bien évidemment. Allez, ma petite entrée conseillée, c'est petite noix de Saint-Jacques, c'est succulent, ça. avec moins de 1% de matière grasse. Pourquoi génial. pas un carpaccio de noix de Saint-Jacques, même pour les enfants, n'ayez crainte, ils aiment aussi, et il faut éduquer leur papille au nouveau goût. Et puis un peu de coriandre là-dessus. Un peu de coriandre, des brochettes de Saint-Jacques, pourquoi pas, légèrement caramélisées au soja. Il y a plusieurs possibilités. Donc, on va sur les noix de Saint-Jacques en entrée. Ok, Saint-Jacques en entrée, plat principal. Plat principal, alors... On va mélanger tradition et modernité. Allez, on arrête de penser que la dinde est forcément au marron, que le chapon est forcément farci au foie gras. Et on va penser à des légumes qu'on a un peu oubliés, différents modes de cuisson aussi. Les légumes d'antan, si je vous dis panais, si je vous dis navet jaune ou cardon, topinambour, pourquoi pas. Oui, le cardon qui est un cousin de l'artichaut. Eh bien, ça peut être assez sympathique. Donc moi, ce que je vous propose, c'est la dinde farcie aux pommes, abricots et raisins secs. Je suis restée traditionnelle quand même, mais... c'est plutôt pas mal, ça donne envie.
Ça excite les papilles quand même. Hein, Totalement. Ok. L'hiver nous propose plein de fruits, c'est vrai. des fruits de saison. Si vous aimez le sucré salé, vous pouvez vraiment Les mélanger oranges. les oranges, les mandarines. Les fruits de saison sont plus riches en plus en vitamines, donc allez-y, foncez. Et les enfants adorent. Combien de temps dure en moyenne une visite, et est-ce que cela dépend du public? On en parlait évidemment il y a un instant, j'imagine que c'est primordial. Sans doute, ça dépend du public. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, pour alors, les enfants, c'est plus court? Là, avec certains collègues, on commence à imaginer des visites pour les tout petits. Mais quand je dis tout petit, c'est même 4 ans. Ah et oui. alors, ça ne peut pas durer plus que 45 minutes. Mais déjà, c'est long, 45 minutes. Hein. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment préparer la visite avec des activités, idéalement le toucher ou l'essence, l'odorat par exemple, la musique, parce que ça parle beaucoup. Et après, pas de dispersion au niveau de contenu, focalisé, parce que leur attention est limitée, mais est très puissante. Donc on adapte. Après, en grandissant, ça peut être 1h15, 1h30. Et avec les adultes, effectivement, ça peut être plus. Après, ça dépend aussi. Si on reste ensemble toute une journée, on aura des moments beaucoup plus légers et d'autres où vraiment on concentre les informations. Voilà, c'est la fin de ce grand JT, Mickaël. C'était bien? C'est toujours très bien. Voilà. Je n'ai rien à redire. On apprend toujours plein de choses. Évidemment, on compte sur vous pour nous suivre demain, après-demain et les autres jours. N'hésitez pas à revoir l'émission sur le canal 247 Freebox ainsi que sur schooltv.com. Merci à toute l'équipe, à la réalisation aujourd'hui Xavier Sanchez, au son Thibaut Goury-Lafont, au maquillage Laure Audemont, à la rédac Emma Guessel et Agathe Delannoy. Et merci aussi à Roxane Safati et toutes les autres équipes de School TV. Bonne soirée à tous.